Bien, bonjour à tous. Nouvelle vidéo pour vous aider à préparer le contrôle qui arrive sur le chapitre 2, les volcans. Pour suivre cette vidéo, tu prends à côté de toi ton classeur avec toutes les activités, avec le cours, ainsi que ton livre. On va revoir ensemble l'ensemble de la séquence. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo quand tu as besoin de prendre tes feuilles. Si tu as besoin de réécouter la vidéo, pareil, n'hésite pas. Donc, la première activité de ce chapitre, nous sommes allés à la découverte des deux types d'éruptions volcaniques. Nous avions à disposition donc une première vidéo qui vous montre l'éruption d'un volcan effusif, le Piton de la Fournaise. Donc vous voyez que la lave est extrêmement fluide, il y a des projections, ça fait des fontaines de lave. Ensuite, ça forme de longues coulées. Et on ne détecte pas de grandes explosions. Pour comparer maintenant, on va regarder le second volcan, qui s'appelle le Merapi en Indonésie, qui lui est un volcan explosif. Alors on voit déjà une première libération de cendres et de gaz, et là c'est une nuée ardente. La nuée ardente, un mélange de gaz très chaud, de cendres, de blocs de lave ou de lave solidifiée transformée en roche. Ça va dévaler la pente à plus de 300 km/h. C'est extrêmement dangereux pour la population et vous voyez que le paysage va être très brusquement et très fortement perturbé. Donc, tu avais également à disposition les documents du livre. Toute cette page, ce sont des documents sur le Piton de la Fournaise. Étudier des documents, c'est aussi étudier des photos, hein, n'oublie pas ça. Et si on fait une analyse de documents le jour du contrôle, tu n'oublies pas de trouver toute la borne d'information. Ne te contente pas d'un seul indice quand il y en a plusieurs, et que la bonne information. Ça ne sert à rien de me recopier la totalité des textes. Et tu n'oublies pas d'utiliser les images. La seconde page, c'est le même type de document pour le second volcan, qui est le Merapi, le volcan explosif. Donc, à l'aide de cette comparaison, première colonne, volcan effusif, deuxième colonne, volcan explosif, on avait vu que la lave est fluide pour le premier type de volcan, visqueuse pour le deuxième. Il y a des petites projections dans le cadre d'un volcan effusif, alors que, comme son nom l'indique, il y a des violentes explosions pour les volcans explosifs. Dans ce qui sort du volcan, c'est-à-dire les produits émis, coulées de lave et projections, quand à côté on va avoir les nuées ardentes, les cendres, les gaz, la lave visqueuse, tout ce qu'on a vu dans la vidéo. Au sommet de l'édifice volcanique, on va avoir la plupart du temps un cratère relativement visible dans les cas des volcans effusifs, alors que pour le volcan explosif, il y a une accumulation de lave qui va se solidifier au sommet du volcan, qu'on va appeler dôme ou parfois aiguille. Donc, les conséquences de l'éruption, une coulée de lave, ça va bien sûr causer des incendies, ça va modifier les paysages, mais ça avance généralement à 10 km/h, donc ce n'est pas très dangereux pour l'être humain. Alors que la nuée ardente, elle va être dévastatrice, autant pour le paysage que pour la vie humaine. Encore une fois, ça dévale la pente du volcan à 300 km/h. Donc la synthèse de cours, je ne vais pas tout relire, hein, tu as ça dans ton classeur, mais rappel, le volcan effusif, on a une lave très fluide, elle s'écoule facilement. Les coulées et les projections, les projections peu violentes de fragments de lave vont constituer le cône volcanique. Les coulées successives vont entraîner, dans le cas du Piton de la Fournaise, un agrandissement de l'île. Tu as tout résumé sur ce schéma. Pour le volcan explosif, on va avoir une lave visqueuse, d'où la formation d'un dôme ou aiguille de lave, comme tu le vois ici. Et lors de l'éruption, on va avoir un panache de cendres, panache éruptif, et les nuées ardentes qui sont extrêmement dévastatrices. Bien. En mettant les deux schémas côte à côte, ça peut te permettre de faire une comparaison. Le jour du contrôle, je peux soit te demander de me décrire un volcan effusif, soit de me décrire un volcan explosif, soit de me faire une comparaison des deux. Ensuite, on s'est posé la question suivante. On a vu qu'il y avait deux types de volcans, mais pourquoi? Comment expliquer qu'il existe deux types de volcans?
C'est l'ETP qu'on a fait en utilisant un modèle basé sur la purée. Donc, pour ce faire, nous avons mis en œuvre la démarche expérimentale, qui est un ensemble de 7 étapes qui est nécessaire pour résoudre un problème à l'aide d'une expérience. Je te demande d'être capable de me citer ces 7 étapes. Donc, d'abord, d'un point de vue théorique, je vais reprendre avec toi la fiche méthode. On commence par les données initiales. Ce sont des informations nouvelles concernant un fait scientifique. Le problème, c'est un élément que l'on ne comprend pas, c'est-à-dire c'est une question scientifique que l'on se pose. Il commence souvent par comment expliquer. Ensuite, la formulation de l'hypothèse. C'est une étape extrêmement importante. L'hypothèse est une proposition de solution au problème scientifique qu'on vient de dire précédemment. Donc, pour trouver l'hypothèse, il faut trouver tous les paramètres qui interviennent ou qui peuvent intervenir, et on va isoler un paramètre. C'est ce paramètre-là qu'on veut tester, et pour pouvoir le tester, il faut qu'il puisse avoir une conséquence observable. Une fois qu'on a notre hypothèse, il va falloir la tester par une expérience. L'expérience, elle doit se faire en maintenant constant tous les paramètres que l'on a décidé de ne pas tester. Seul le paramètre à tester, celui de l'hypothèse, va varier d'un dispositif à l'autre. L'expérience doit être réalisée à plusieurs reprises pour être sûr de son résultat. Quand on fait une expérience, on a toujours deux dispositifs. Un dispositif expérimental qui s'accompagne d'un dispositif témoin. C'est indispensable d'avoir deux dispositifs pour tester le paramètre sélectionné. La réalisation de l'expérience doit mobiliser des attitudes scientifiques telles que la rigueur. Pour faire l'expérience, il faut procéder avec de l'ordre, avec de la méthode et de l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire il faut constater réellement ces résultats, ne pas les modifier si on n'est pas très content du résultat qu'on a obtenu. Enfin, les résultats. À la fin de l'expérience, il faut constater les différences entre le début et la fin. Et il faut présenter les résultats avec des moyens scientifiques adaptés. En fonction du type de démarche, ça peut être un graphique, un schéma ou un tableau. L'interprétation. Il faut proposer une explication des résultats du dispositif expérimental en les comparant aux résultats du dispositif témoin. Donc par rapport à l'étape précédente, là cette fois-ci, on compare et on explique. Enfin, la conclusion, on indique si les hypothèses sont validées, vraies, ou rejetées, fausses. Et on rédige une phrase de conclusion que l'on pourra apprendre car elle est prouvée. Ce n'est plus une supposition, mais une nouvelle connaissance scientifique. Pour bien t'aider un peu à comprendre cette démarche expérimentale, on va la réutiliser dans le cadre du TP qu'on a fait pour essayer de comprendre pourquoi il y a deux types de volcans. Donc, donnée initiale, il existe deux types de volcans. Le problème, ce qu'on ne sait pas encore, ce qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est comment expliquer que certains volcans sont explosifs et d'autres effusifs. À partir de là, on a cherché une hypothèse. On a vu dans l'activité précédente que seule la fluidité de la lave semblait être différente dans les deux types de volcans. Donc on peut penser, c'est le paramètre qu'on va étudier, que c'est la fluidité de la lave qui est à l'origine des deux types d'éruptions. Notre expérience, nous avions les deux dispositifs, un tube en U, avec dans celui de gauche de la lave fluide, de l'eau et de l'aspirine pour produire les gaz. Dans le second dispositif, tout était identique, la seule différence, c'est que la purée était visqueuse. Il n'y a donc bien qu'un seul paramètre qui change entre mes deux dispositifs. Pour les résultats, rappel, en vidéo, voilà ce qu'on avait obtenu lors de notre manipulation. Donc, dispositif avec de la lave fluide. On voit déjà que quand il n'y a pas de gaz, la lave ne monte pas. Et c'est quand il y a du gaz que la lave va commencer à remonter. Ça nous prouve bien ça, que c'est bien le gaz qui est le moteur de l'éruption volcanique, qui permet la remontée du magma. Ensuite, on voit au niveau de ce tube en U, une remontée de la purée qui ressemble à une coulée de lave. Dans le deuxième dispositif, donc, tout est identique, même quantité d'eau, même quantité de purée, même quantité d'aspirine et donc de gaz. Donc là encore, sans gaz, la lave ne remonte pas. Donc
le gaz est bien le moteur des éruptions effusives. On met le gaz. Et là, cette fois-ci, la purée va avoir tendance, la purée visqueuse, à s'accumuler au sommet du tube en U, ce qui nous rappelle la formation du dôme ou de l'aiguille qu'on a dans les volcans explosifs. Interprétation, donc dans le premier dispositif, la purée sort en coulée, comme la lave des volcans effusifs. Les gaz ne s'accumulent pas et il n'y a pas d'explosion. Dans le dispositif 2, la purée forme un dôme, comme la lave des volcans explosifs. Les gaz s'accumulent jusqu'à provoquer l'explosion. Donc conclusion, notre hypothèse est validée grâce à notre modèle. Attention, ce n'est qu'un modèle. On n'a pas étudié directement de la lave. On a fonctionné par analogie, par comparaison, parce qu'on ne peut pas directement expérimenter avec de la lave. Ensuite, on s'est demandé d'où provenait la lave qui était émise lors d'une éruption volcanique. Vous aviez émis plusieurs hypothèses. Beaucoup pensaient que ça venait du noyau de la Terre, d'autres d'une poche sous le volcan, certains d'une poche dans le volcan, certains ont également évoqué une rivière de lave qui coulerait sous nos pieds. Donc petit rappel de l'activité, ce document-là, on voit des foyers qui sont sous le volcan, dans l'alignement du cratère, et on a le 8 mars et le 9 mars l'heure de différents séismes qui se sont produits sous le volcan. On avait vu que avec le temps, plus le temps passe, plus les foyers se rapprochent de la surface de la Terre et donc du volcan. Il y avait un autre document qu'on a étudié que je ne te passerai pas ici. Donc au final, on a pu établir que ici on a le volcan, l'altitude 0, hein, elle se place au niveau de la mer, hein. C'est pour ça qu'on a ici une altitude, alors que sous le zéro, on va avoir plutôt une profondeur. Donc on voit qu'il y a des cheminées qui vont arriver jusqu'à la surface. On peut avoir des cheminées secondaires qui arrivent sur les flancs du volcan, et dessous un réservoir ou une chambre magmatique où va se trouver le magma. Donc la conclusion, tout d'abord le petit 1 sur l'origine de la lave. Les magmas sont contenus dans des réservoirs ou chambres magmatiques localisées à quelques kilomètres de profondeur sous le volcan. Le magma provient de la fusion d'une roche entre 50 et 150 km de profondeur. Une éruption volcanique correspond donc à la reprise de la montée du magma depuis la chambre magmatique jusqu'à la surface en provoquant des fractures, c'est-à-dire des cassures dans les roches qui l'entourent, ce qui crée des séismes de faible intensité. Enfin, la remontée du magma. Lorsque la pression diminue dans la chambre magmatique, les gaz qui étaient dissous dans le magma vont se rassembler pour former des bulles, comme l'aspirine qu'on a vu dans notre expérience, ce qui va entraîner la montée du magma jusqu'en surface. C'est ça qui constitue l'éruption volcanique. Pour terminer, on avait étudié donc dans le grand 3 la répartition des volcans dans le monde. Sur cette carte, les points verts des volcans effusifs, les points bleus correspondent aux volcans explosifs. Donc on voit principalement que les volcans explosifs, ça se voit très bien, regarde où je te mets la souris, sont sur les continents, tout autour de l'océan Atlantique. Et je te rappelle ce qu'on a vu quand on a fait les séismes, tout autour du Pacifique, il existe des grandes cassures du plancher océanique qu'on appelle des fosses. Donc les volcans explosifs, ils sont principalement sur les continents, à proximité des fosses océaniques. C'est ce qu'on appelle la ceinture de feu de l'océan Pacifique. Ensuite, les volcans effusifs, là on les suit avec la souris, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont sous-marins. Ces volcans-là, ils vont se situer au niveau de la dorsale océanique. Enfin, il y a d'autres volcans pour qui c'est moins facile. Voilà, ces volcans-là, on va dire qu'on les considère comme des volcans étant isolés à la surface de la Terre. Pour terminer ce chapitre, nous avons étudié ces 2 pages de ton livre sur comment on prévient du risque volcanique. Le volcan en question ici, c'est la montagne Pelée. On verra la différence dans quelques temps entre volcan et montagne, mais un volcan n'est pas une montagne. Et on voit qu'on a différents appareils, antennes GPS, sismomètres,
capteurs de gaz qui sont tout autour du volcan, qui vont permettre de le surveiller. On établit des zones à risque. Donc là, la zone rouge, c'est vraiment les gens qui habitent autour du volcan. Ce sont les premières personnes qui seront évacuées en cas de réveil du volcan. Et vous voyez qu'il existe 3 niveaux d'alerte. Voilà, je vous renvoie à la correction de ces exercices dans le classeur. Donc, les volcanologues, ce sont les géologues qui ont comme vocation de surveiller et d'étudier les volcans. Ils vont surveiller les volcans grâce à des sismomètres ou sismographes qui sont installés sur le flanc des volcans. Comme on l'a vu, la remontée du magma entraîne des fractures dans les roches qui produisent des séismes de faible intensité, c'est des petites magnitudes. Il y a des antennes GPS qui permettent de mesurer un gonflement des parois du volcan. Attention, c'est faible, croyez pas que le volcan va doubler de volume. Et des capteurs de gaz qui permettent de repérer des libérations de gaz à la surface. Là aussi, ça va nous indiquer que l'éruption est imminente. Voilà, donc que ce soit les séismes ou les volcans, ça constitue un risque géologique pour l'homme. Un risque géologique, ça se définit par 2 éléments. Le danger, est-ce que si l'événement se produit, est-ce qu'il est dangereux pour l'homme? Et est-ce qu'il est probable que cet événement arrive? Alors des exemples, si l'un de ces 2 termes, danger ou probabilité, est égal à 0, quand on multiplie un autre chiffre par 0, ça fera toujours 0. Quand on a vu la vidéo avec l'éruption du volcan japonais il y a 3 semaines qui a causé des morts, s'il n'y avait eu personne sur le volcan, aucun être humain en randonnée, il n'y avait pas de danger. L'éruption n'aurait pas fait de mort. Elle était probable, mais elle n'aurait pas fait de mort. C'est la présence de randonneurs sur les flancs du volcan qui va faire qu'au final, il y a un risque. Parce que s'il n'y a personne, il n'y a pas de risque. Voilà. Donc, pour terminer cette vidéo, la fiche réussite pour le contrôle qui vient. Je vais te laisser la lire en détail, mais vraiment, en termes de connaissances, être capable de présenter avec un texte un volcan effusif, un volcan explosif, être capable d'expliquer pourquoi certains volcans sont explosifs ou d'autres pas, quelles sont les étapes de la démarche expérimentale, être capable de décrire chaque étape, lequel des 2 types de volcans est le plus dangereux pour l'homme, d'où provient le magma, comment le magma remonte-t-il, quelle est la répartition mondiale des volcans, et enfin, comment surveille-t-on les volcans? Peut-on prévoir une éruption? Et qu'est-ce qu'un risque géologique? Tout ça, c'est en termes de connaissances. En termes de capacité, ce que je te demande d'être capable de faire, tu dois être capable d'identifier dans les documents si un volcan est effusif ou explosif, comme dans l'activité 2. Attention, en contrôle, je ne te donnerai pas les mêmes documents. Tu dois être capable de légender les schémas d'un volcan. Tu dois être capable d'analyser des documents pour prévoir une éruption volcanique, foyer des séismes de faible intensité, profondeur, et ce qu'on vient de voir sur les différents appareils. Pour la séance de questions-réponses, n'hésite pas, faut vraiment que tu notes tes questions pour que je puisse, moi, venir t'expliquer s'il y a encore des points qui te posent problème. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tes révisions vont bien se passer. Bon courage!